Bonjour à toutes et à vous, monsieur, je crois, il y en a un dans la salle. Deux même. Écoutez, nous allons commencer et nous accueillerons les retardataires au fur et à mesure. Donc bienvenue dans cet atelier dont l'objectif aujourd'hui, notre ambition est de vous accompagner dans l'ambition que vous allez donner à votre projet. Nous espérons que cette journée vous permet de croire en vos intentions entrepreneuriales, de croire dans vos idées, de croire dans votre capacité à déployer votre projet. Et aujourd'hui, nous allons aller plus loin avec cette notion de recours au financement externe. Donc moi, je vais animer cet atelier. Je suis Géraldine Cloerec, présidente des Premières, qui est un incubateur. Nous accompagnons donc les équipes féminines et leurs associés à déployer leurs programmes, notamment des projets qui ont vocation à créer de l'emploi. Et la création d'emploi passe par, justement, bien souvent, le recours à des financements. Donc, 3 temps dans cette table ronde. Le premier temps, nous allons essayer de comprendre quels sont les leviers pour convaincre un financeur. Dans un deuxième temps, nous allons vous présenter le parcours de l'accompagnement et les acteurs que l'on trouve sur le territoire pour vous accompagner à financer votre projet. Et puis enfin, nous aborderons les bonnes pratiques pour aller parler aux financeurs. Et donc 3 personnes. Donc Laurence Legal du Crédit Agricole, Émilie Domas de l'ADI et Frédéric Cando de Bretagne Initiative. Et puis ensuite, nous conclurons avec le témoignage de 2 entrepreneurs, Séverine et Mathilde. Et puis entre les 2 temps, présentation et témoignage, vous aurez un temps de questions. Alors pour commencer, nous allons comprendre les leviers pour convaincre un financeur. Et je vais donc passer la parole à Frédéric de Bretagne Initiative. Merci, bonjour à toutes. Tu m'en voudras pas. Juste, moi c'est le moment où je vais enfoncer 2-3 portes ouvertes pour plein de gens. Je vais peut-être dire des grosses évidences, mais on a tous plus ou moins l'habitude de devoir les répéter dans nos bureaux, donc on s'est dit que ça valait le coup quand même de reposer les choses. L'idée du financement de la création d'entreprise, globalement, il y a d'autres solutions, je vais les évoquer rapidement, mais c'est l'idée d'un emprunt. La base de ce qu'il faut faire quand vous allez voir quelqu'un, quel qu'il soit, et en création d'entreprise forcément encore plus, et que vous voulez lui emprunter de l'argent, c'est de commencer par lui expliquer pourquoi et comment vous allez le rembourser. Voilà, je vais être de ce niveau-là pendant quelques minutes, mais voilà, quand vous voulez emprunter de l'argent à quelqu'un, dites-vous qu'il attend de savoir comment vous allez le rembourser. Que des basiques comme ça. Et du coup, en termes de création d'entreprise, où est-ce que ça se joue ? Vous créez dans un domaine, la première chose que va regarder n'importe quel financeur, c'est quelle est votre compétence dans le domaine. Je ne sais pas si vous étiez à l'atelier tout à l'heure, on avait Anne Yardet, qui est une navigatrice, qui a évoqué par ailleurs ses déboires avec des sponsors. Si elle est arrivée à ce niveau-là de discussion avec des sponsors et des déboires, mais par contre, il n'y avait pas de discussion sur ses talents de navigatrice. La première chose, quand vous demandez de l'argent, et là, femme, homme, on s'en fout, très franchement, c'est de savoir si vous êtes capable de faire le métier que vous vous proposez de faire. Donc, soyez très basique, et c'est du bon sens. Ça ne demande pas quelque chose d'intellectuellement très très poussé, c'est basique. Il faut parler de ce que vous savez faire. La deuxième chose qu'on va regarder, je vais être un petit peu plus précis, que les banquiers vont regarder. Il y a la notion des apports. Alors beaucoup de gens demandent pourquoi il faut absolument des apports. Alors déjà, absolument, on arrive à faire 2-3 petites choses, même si les apports ne sont pas très, très importants. C'est vrai que ça complique. Et je voudrais juste rappeler là une notion, c'est qu'en fait, l'apport, l'argent que vous mettez sur la table pour monter votre projet, quelque part, pour les gens autour, pour les partenaires financiers, c'est la mesure de votre engagement. Donc quand vous dites 0, c'est toujours un problème. Je pense qu'on en parlera, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais voilà. Après, comme c'est la mesure de votre engagement, par contre, on peut très bien entendre que en fonction de votre âge, de votre parcours, de votre CV globalement, le chiffre en euros qui va qualifier un engagement important, il n'est pas le même pour tout le monde. Donc voilà, je dis souvent à des gens, non, ne me dites pas 0, dites-moi que vous apportez 1000, que vous apportez 1500. Et on sait bien qu'avec votre parcours et à votre âge, c'est déjà pas mal. À l'inverse, quelqu'un qui a un gros patrimoine, qui a des fois un âge plus important, etc., s'il dit qu'il met 1500 sur la table, comme on se situe tous à peu près combien il serait capable de mettre, on va dire que ce n'est pas assez. Donc l'apport, il faut vraiment, au-delà des aspects techniques financiers purs, il faut que vous compreniez que c'est une des mesures de votre engagement. Et que tout organisme qui va vous prêter, éventuellement vous donner, il reste quelques subventions, mais enfin c'est relativement rare, vous prêtez de l'argent globalement, il a besoin que vous vous engagiez, il a besoin d'être sûr de votre engagement. Et tout ça, c'est une mesure de l'engagement.
Dernier point sur lequel je voulais insister, la capacité que vous pouvez avoir, et quand vous allez voir des financeurs, il va le mesurer en regardant un peu qui vous êtes allé voir autrement, à vous faire accompagner et à écouter. Bon, si vous êtes là, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des réseaux, les réseaux de femmes qui entreprennent notamment, et ben ça c'est un plus. Pour tout financeur, c'est un plus, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à gamberger quelque chose qui peut être un petit peu fumeux et qu'on a du mal. C'est que vous vous êtes confronté, c'est que vous avez échangé, ça dénote d'un certain nombre des qualités qu'il faut pour être entrepreneur, entrepreneuse. Donc tout ça, c'est important. Et ça va se retrouver où? Ça va se retrouver dans ce qu'on va appeler, alors maintenant c'est devenu commun, j'ai arrêté de m'agacer, mais un business plan. Je ne comprends toujours pas pourquoi on ne dit pas plan d'affaires, je sais pas. Ou un BP pour faire encore mieux. Voire un BP même pour... Selon où on est. Mais voilà, un document qui va résumer finalement les points que je viens de vous retracer là. Je suis qui? Je veux faire quoi? C'est l'aspect prévisionnel et chiffré. Et n'oubliez pas, ça m'est venu en écoutant un peu les expériences qu'on entendait sur certains, la conférence d'ouverture et autres, mais bon, les chiffres, il y a beaucoup de créateurs, de créatrices, c'est pareil, qui ne sont pas très chiffres. Mais quand même, n'oubliez pas une chose, il y a un gros avantage aux chiffres à ce stade, c'est que le chiffre, le prévisionnel, le plan de financement, ce n'est pas sexué, ce n'est pas genré. C'est-à-dire qu'il montre un gain ou il n'en montre pas. Il montre une perte ou il n'en montre pas. Il montre un besoin ou il n'en montre pas. Mais ça permet d'objectiver un petit peu le débat. De toute façon, on ne peut pas parler d'argent avec un financeur sans passer par là. Donc ce dossier, ce plan d'affaires, il est très important et c'est ce qui va être la base de discussion et de négociation avec l'ensemble des partenaires. Donc voilà, c'était un petit peu vous donner les prérequis, ce sans quoi, je pense, je ne sais pas, mes consoeurs diront la même chose, mais ce sans quoi on ne pourra pas travailler. Un CV, des compétences, du réseau, un modèle économique chiffré, justifié, argumenté, éprouvé. Voilà, tous ces éléments, maintenant, on va les présenter à qui, à quel moment, à quelle étape du projet sur notre territoire vantais. Comme ça, c'est mieux? Excuse-moi. Alors, avant de vous faire le petit catalogue, hein, c'est pas, mais juste pour vous situer les grands acteurs du financement, je voudrais que vous entendiez le financement. On a beau aller loin dans la technique, il n'y a que deux natures de financement dans une entreprise en fait. Il y a ce qu'on va appeler les fonds propres. Les fonds propres, c'est l'argent que vous apportez. Ça peut être éventuellement l'argent que des associés apportent. Alors, plein de façons de décliner ça. Mais voilà, c'est de l'argent qui est formellement mis par une personne dans l'entreprise pour y rester. Ça, c'est des apports. Tout le reste, c'est des dettes. C'est des emprunts. Donc voilà, on peut prendre les choses dans le sens qu'on veut. De toute façon, à un moment, en création d'entreprise, la seule troisième source qui arrivera après, c'est quand le chiffre d'affaires aura généré des choses pour à nouveau mettre de l'argent dans l'entreprise quand l'activité aura généré. Mais ça, c'est après. En création, on part bien de zéro à un moment. Donc il n'y a vraiment que deux sources de financement. Le classique, pour des entreprises classiques, alors je vais mettre de côté, vous poserez des questions si vous le souhaitez, sur des modèles plus de start-up, d'entreprises à forte croissance, etc. Mais le classique d'une entreprise, d'une petite, moyenne entreprise, c'est un petit peu d'apport, un soutien d'un organisme, je vais y venir, donc en général, beaucoup maintenant sous forme de prêt d'honneur, et puis un prêt bancaire. Voilà. En gros, les trois lignes qu'on va retrouver, nous, de façon quasi systématique dans les plans de financement. Et du coup, pour les nommer, le prêt bancaire, j'y reviens pas. Je ne vais pas vous faire la liste des banques. Je pense que voilà. Les organismes classiques qui peuvent vous appuyer à ce niveau-là, il y en a deux vraiment sur le financement en termes d'organismes qui accueillent beaucoup de monde. Il y a donc, on évoquait Initiative Bretagne. Alors en fait, moi, je suis Initiative Vannes, mais je représente là l'ensemble du réseau. Le réseau Initiative, c'est des associations locales fédérées par une fédération nationale qui s'appelle Initiative France. Et notre métier, c'est de faire des prêts d'honneur à titre personnel et à 0%. On prête aux individus. Et si vous avez suivi un petit peu tout ce que je vous ai dit, comme on prête aux individus, ça devient de l'apport, ça devient des fonds propres. Donc c'est un élément qui va rassurer le reste de l'environnement. Il y a un autre organisme qui n'est pas représenté, mais je pense qu'il faut le citer, qui s'appelle France Active, qui lui va aussi être là pour aider à ce que j'appelle détendre le banquier, pour faire très vite. Et là, ils le font à travers un autre outil, eux, qui est la garantie, en fait. Ils ont différents systèmes de garantie, pareil, qui vont vous permettre, là aussi, d'aller voir ensuite le banquier en ayant un élément de rassurance supplémentaire. Les banques, je l'ai dit, donc voilà, ça c'est les classiques. On laissera, mais tu auras la parole juste après sur l'ADI, sur des cas un peu en dehors du schéma que je suis en train de décrire finalement. Voilà. Et alors après, tout ce qui se décline, dont vous entendez parler régulièrement, en fait, ce ne sont que des cas particuliers de ce que je viens de vous dire.
Je voudrais juste revenir sur des mots qui reviennent fréquemment. Vous entendez beaucoup parler de financement participatif, par exemple. Le financement participatif, c'est quoi? C'est une façon d'aller chercher l'argent qui est différente, parce qu'on passe par des sites spécialisés, je pense que vous les connaissez. En revanche, au final, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en financement participatif, il y a 3 types de financement participatif. Il y a ce qu'on a appelé le don contre don. Si on regarde, j'appelle plutôt ça de l'avant-vente, mais ça peut être un petit peu les deux. Donc ça ressemble soit à du prêt, soit à un chiffre d'affaires avancé. Voilà. Il y a du financement participatif aussi dans ce que nous on va appeler en haut de bilan. Alors c'est le terme technique, mais en fait là vous prenez des associés qui vont mettre de l'argent dans votre boîte, qui vont devenir vos associés. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on change la manière de faire, on change un petit peu le marketing, on change l'interlocuteur, mais au final, techniquement dans votre activité, c'est la même chose. Ok ? Et puis l'autre terme, parce qu'il était sur les feuilles où je voulais revenir, on parle beaucoup il y a Love Money, il y a Business Angels, il y a un certain nombre de termes. Alors Business Angels, c'est quoi? Ce sont des particuliers qui font office d'investisseurs, donc ils vont venir aussi mettre de l'argent dans la boîte, donc c'est des fonds propres, puisque ça va être de l'apport, ils vont devenir des associés. Et alors Love Money, ça traduit quelque chose de plus large, qui peut intervenir sur différentes façons, mais globalement, c'est quoi Love Money? C'est vos proches qui croient en vous, qui ont envie de vous aider, et qui du coup... soit mettre de l'argent dans la boîte comme des investisseurs, avec sans doute un peu moins de pression parce qu'ils ont de l'affection, ils ne vont pas que sur des calculs, ou éventuellement vous le prêtez directement à vous et ça renforce là aussi vos fonds propres. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Alors certaines d'entre vous, je vais passer la parole tout de suite à Émilie qui va présenter le... Merci, je suis mauvaise élève. Hein. Je vais passer la parole à Émilie, donc, qui représente l'ADI, qui va vous présenter donc, cette structure qui peut vous accompagner dans le cadre donc, de recherche de financement dans des conditions particulières. Puis ensuite, nous évoquerons également le financement des projets dits solidaires. Je vais essayer de faire bien ce qu'il faut. Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je suis conseillère à l'ADI de Vannes. En fait, l'ADI, qu'est-ce que c'est? En fait, on est tout simplement une association solidaire. Et notre nom, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. Alors pour toutes celles qui ont eu un petit coup d'angoisse en écoutant le premier discours de mon collègue, je vous rassure, il y a d'autres solutions. non, voilà, parce qu'on n'a pas toutes forcément envie forcément, ou on n'a pas avoir des projets à plus petite échelle. Donc effectivement, le premier réflexe à avoir, c'est votre banquier, puisqu'il est votre partenaire pour toute votre vie, j'ai envie de vous dire. Mais sachez que nous, à l'ADI, on considère que tout le monde a le droit d'entreprendre et d'être accompagné pour ce projet-là. Alors le credo de l'ADI, c'est vraiment... peu importe votre situation, on peut vous aider. On va vous aider de 3 façons. On va vous aider avec de l'accompagnement, on va vous aider avec du financement et on va vous aider avec de l'assurance. Alors, attention, l'ADI va intervenir uniquement si vous n'êtes pas finançable par les banques. Quelle votre situation? Je ne sais pas, vous êtes au Pôle emploi, RSA, et vous vous dites, voilà, je vais prendre sur mon petit livret A, j'ai 2 000 € sur mon livret A, je vais prendre 500 € pour faire des cartes de visite, et puis je verrai avec mamie pour le reste. Voilà, on se dit, on va bricoler, on va faire un truc, et puis on va démarrer petit. Non, le réflexe à avoir, c'est surtout de conserver et vos fonds, votre petit cochon, et l'argent de mamie surtout, parce que vous en aurez besoin tout au long de votre création. L'objectif de l'ADI, c'est vraiment de créer avec vous un chemin de fer sur lequel vous allez, vous mettre votre petit wagon, et vous allez avancer comme ça, tranquillement, et vous allez passer par différentes gares. Effectivement, vous allez avoir la gare financement qui est très importante, mais vous allez avoir aussi la case prévisionnelle, la case commerciale. Vous avez plein de gares à traverser comme ça avant d'arriver à votre destination finale. Alors c'est pas forcément facile, on va dire que tout est rose en création d'entreprise, mais il faut être bien accompagné parce que ça permet d'éviter les erreurs surtout et de puiser dans ses fonds propres. Parce que c'est vrai qu'une des causes principales d'une chute d'une entreprise, c'est le manque de trésorerie. Et ça, c'est vraiment super important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous avez un petit peu d'épargne, évidemment, si vous avez 10 000 € et que vous consacrez 2 000 € pour faire un site internet, je dirais ça va. Mais si vous avez 3 000 € sur votre livret A, surtout, conservez-les. Venez nous voir. Nous, on a des solutions pour ça. On n'est pas du tout... Alors, évidemment, il y a des banques derrière, des banques qui nous financent. Mais l'objectif, c'est vraiment vous permettre d'accéder à un financement adapté à votre situation aussi. Parce qu'on ne peut pas tous rembourser 500 € par mois. Donc, on fait des prêts pour 500 €, pour 1 000 €. Et on va comme ça vous permettre de commencer votre activité. Donc, le premier réflexe, c'est le banquier. Et si le banquier ferme la porte, nous, on va l'ouvrir. Et on va voir avec vous les solutions possibles pour vous aider. Voilà.
Très bien. Donc justement, le banquier, Laurence tout à l'heure nous expliquera voilà, quels sont les petits tips pour bien parler à son banquier. Et juste avant, donc on disait un des objectifs avant d'aller voir le banquier, c'est aussi de renforcer ses fonds propres. Je vais revenir juste sur quelques acteurs auprès de qui on peut aller renforcer ses fonds propres en allant chercher un prêt d'honneur. Donc un prêt d'honneur qui est un prêt à un taux zéro qui va vous engager, vous, en tant que dirigeant d'entreprise. On a évoqué Bretagne Active. On peut aussi parler donc de France Active et de Réseau Entreprendre qui peuvent également, voilà, je viens compléter tout le dispositif. Et ensuite, si vous souhaitez faire garantir vos prêts bancaires, il y a effectivement France Active qui peut les garantir et il y a également la BPI, enfin BPI France et là la CIAGI. Ah ben, je découvre. Mais c'est avec le banquier que ça va se traiter. Ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est avec le banquier. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a plusieurs acteurs, voilà, à aller voir. Et donc concernant pour vous qui souhaitez, si vous souhaitez entreprendre sur des projets solidaires ou des projets qui vont aller dans le sens des transitions sociétales, sociales, environnementales, il y a des acteurs qui vont justement déployer ou dédier une partie de leur épargne à l'accompagnement de projets solidaires, ce qu'on appelle des acteurs de la finance solidaire sur le territoire. Et donc là, je me fais le porte-voix du pôle E2S de Vannes qui a développé un guide que l'on peut donc récupérer sur leur site. Donc il suffit d'aller sur le site pôle-ess-pays-de-vannes.fr. Et il y a donc un guide des financements solidaires, donc à destination de l'ensemble des porteurs de projets du Pays de Vannes, qui va effectivement revenir sur ce qu'est le principe de la finance solidaire, enfin des financements solidaires, qui va présenter les partenaires, les prêts, les garanties bancaires et les fondations. Donc on va retrouver des partenaires tels que l'ADI, mais également tels que les Cigales, Bretagne Capital Solidaire, etc. Donc voilà, en fonction de la typologie, et justement Mathilde et Séverine nous parleront aussi, en fonction des typologies de projets, il y a en fonction de là où vous en êtes dans votre mode de financement, puis aussi en fonction de la typologie de projet, il y a des acteurs à aller voir, et justement des acteurs comme les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat au féminin, les acteurs tels que les TAG, les pôles E2S sont là aussi pour vous envoyer ensuite vers les bons acteurs. Alors justement, être entrepreneur signifie justement souvent travailler sa posture, son leadership pour s'affirmer dans son écosystème, s'affirmer face à son banquier. Alors Laurence, peux-tu nous partager ce que les banquiers, dans les banques, notamment au Crédit Agricole, observent, scrutent, analysent Ouais, merci. Donc, je suis Laurence Legal. Moi, j'ai été chargée d'affaires professionnelles pendant plus de 20 ans au Crédit Agricole. Donc, des porteurs, des porteuses de projets, j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai accompagné beaucoup. J'ai eu ce plaisir, justement, de voir beaucoup d'entre vous grandir, réussir. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit effectivement Frédéric, surtout de la partie aussi accompagnement par différentes plateformes et autres. Ça, c'est hyper important parce que quelque part aussi, ça veut dire qu'on va avoir un double regard avec la plateforme sur votre projet. Donc ça, c'est une première chose. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un banquier, c'est un homme, une femme comme vous tous aujourd'hui. Déjà, moi, je ne parle pas de banquier, je parle de partenaire. C'est-à-dire, on est votre partenaire pour tous les événements de votre vie, pour tout le parcours de la création jusqu'au développement de votre entreprise. Ça, c'est déjà la première chose. Et qui dit partenariat, dit confiance. Et qui dit confiance, dit aussi le fait d'oser. Surtout chez nous, les femmes, parce que, et c'est pas moi qui le dis, j'ai lu différents articles, les femmes, on ose moins. Je pense que c'est de par aussi nos expériences, peut-être, alors qu'aujourd'hui, une entreprise qui est menée par une femme a beaucoup moins de risques de défaillance. Donc ça, déjà, je dirais que c'est quelque chose de hyper important. Dites-vous que on a tous aussi de l'or dans les mains. Ça, c'est déjà la première chose. Et qu'est-ce qu'on va regarder ? Effectivement, on va regarder dans un projet, on va regarder, comme disait donc Frédéric, le fameux business plan. Donc, dans le business plan, je vais retrouver quoi ? Je vais retrouver des chiffres. OK. Mais nous, qu'est-ce qu'on va regarder, le banquier ? N'importe quel banquier, ça, c'est toutes les banques sur toute la place. On va regarder la personne qui est en face de nous. Et ça, c'est ce qu'on va regarder en premier.
Effectivement, on regardera s'il y a de l'apport. Comme disait Frédéric, dans certains cas, on va peut-être, en général, on dit 20% d'apport. Mais on va peut-être aussi accepter des dossiers où il y aura beaucoup moins d'apport parce que la personne en face nous donne tellement envie, elle a une telle motivation que on se dit non. On ne peut pas la laisser sur le bord de la route, on y va, on finance. Donc, osez être transparent avec votre banquier. C'est-à-dire que osez lui dire le réel besoin. Si vous avez besoin de 100 000 € pour un projet, ou ne demandez pas 80 000. Vous osez demander vos justes besoins. Donc ça, c'est déjà la première chose. Pourquoi ? Parce que c'est toujours plus compliqué de revenir 6 mois après et dire à son banquier, en fait, j'ai encore besoin de 20 000 parce que c'était 100 000 que j'avais besoin et je n'ai pas osé vous demander les 100 000. Non. Donc, soyez transparent avec lui et sur votre projet, sur vos besoins. Posez-vous bien, il y a 2 questions à se poser en fait quand vous voulez défendre votre projet en face de votre banquier, c'est se dire pourquoi ou qu'est-ce qui fait que justement mon banquier il va avoir envie de suivre mon projet. Donc comme on disait, on parlait de compétences, mais on parlait aussi d'expérience, de motivation. D'accord ? Et puis mon projet, qu'est-ce qui va faire qui va apporter quelque chose de plus au consommateur par exemple, à mon client. Donc, c'est sur quel marché je vais ? Qu'est-ce qui va faire que je vais peut-être me différencier des autres ? Voilà. Donc, surtout, n'ayez, je dirais, aucun frein à apporter tous ces éléments-là. Parce que je vous dis, nous, ce qu'on va regarder, dans 80%, et je pense que même Frédéric, c'est ce que vous regardez aussi au niveau des plateformes pour les prêts d'honneur, c'est la personne qu'on a en face. On est un partenaire. S'il n'y a pas cette confiance qui s'instaure entre vous et entre le banquier, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on va tous être sur la retenue. Vous allez être sur la retenue, comme je vous disais, par rapport à votre projet. Nous, en tant que partenaire financier, on va être aussi un peu sur la retenue parce qu'on se dit, mince, il y a un petit truc, il y a quelque chose qu'on a du mal à cerner. Donc, c'est vrai qu'automatiquement, ça peut être quelquefois un frein. Voilà, donc, je vous dis, il y a un mot, transparence, et puis oser. Merci. Alors tout à l'heure, Mathilde et Séverine témoigneront. Je pense que très vite, vous allez reconnaître l'inspiration qu'elles dégagent, ce en quoi elles ont pu convaincre des banquiers, justement. On va passer juste un temps de questions-réponses avant. L'objectif de cet atelier, c'est aussi d'être dans un temps d'échange. Donc on souhaitait avoir ce temps de questions-réponses. Nous pourrons faire circuler le micro si besoin. Super, quelqu'un se lance déjà. Oui, comme ça, ok. Je me lance déjà, sinon j'ai un peu peur d'oublier. Il y a beaucoup d'informations sur les endroits, les lieux, les plateformes sur lesquelles on peut se renseigner. Et moi, ça me perd vite parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un endroit où... Alors, dites-moi. Pardon. Deux niveaux de réponse. Vous pourrez me contredire si. Je pense que le site de BPI Création, qui est l'ancien site de la PCE, est pas si mal fait. D'accord. Voilà, on critique beaucoup les gros trucs institutionnels. Franchement, ouais. Et puis l'autre chose, alors je parle peut-être un peu là, on va dire pour le territoire breton. Je pense que c'est vrai ici, et je dis pas que ça se transfère partout. Peut-être que dans des agglomérations plus grandes, c'est moins vrai, mais rentrez dans le système. Vous allez rentrer. On se connaît maintenant beaucoup. Nos collègues des consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, boutiques de gestion. Voilà. Et vous poussez une porte. et la personne, mais non, mais c'est vrai, là aussi il faut pas hésiter, il faut oser. Vous poussez une porte, moi vous m'appelez, vous n'en êtes pas encore au financement, je vous dire ah ouais mais attendez, allez vous faire accompagner là d'abord, appelez un tel de ma part, etc. Donc poussez une porte, vous inquiétez pas trop. Alors vous pouvez avoir travaillé en amont sur internet comme je le disais, mais voilà, n'hésitez pas. Et c'est pas un problème de tomber pas à l'endroit idéal du premier coup. On est là pour vous permettre de vous redéplacer ensuite dans l'écosystème et être au bon endroit. Bon, ça me rassure. Merci. Oui, effectivement, parce que, comme dit Frédéric, quelquefois, vous allez pouvoir commencer par une plateforme, voilà, mais quelquefois, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est vous allez aller voir votre banquier. Et nous, on a aussi connaissance de toute façon de toutes les plateformes. Donc, on va aussi, nous, vous envoyer, en fonction de votre projet, on va vous envoyer aussi vers soit une plateforme, vers un organisme.
Donc, comme dit Frédéric, oui, voilà, pousser une porte. Et puis, de toute façon, on a un écosystème où on se connaît tous sur la place, hein, c'est clair, hein, puisqu'on fonctionne sur les mêmes secteurs géographiques. Hein. Voilà. et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. On vous aidera de toute façon à trouver un interlocuteur. Alors, si vous voulez commencer par quelque chose de super simple, vous pouvez aller sur le site de l'ADI, puisqu'en fait, vous avez un onglet qui s'appelle « Je construis mon projet en ligne ». C'est hyper bien fait parce que ça permet d'avoir toutes les étapes, vos points forts, vos points faibles, commencer à réfléchir sur vos concurrents éventuels, etc. Et ça vous permet d'écrire les choses, parce que souvent, on bouillonne, on a la tête remplie d'idées, on ne sait plus par où commencer. Mais il faut vraiment écrire les choses. Il faut fixer des objectifs aussi. Parce que vous dire je ferai ça plus tard, je ferai la semaine prochaine ou le mois prochain. Non, il faut avancer. Et ça, c'est super important. Donc quand vous allez sur le site de l'ADI, je construis mon projet en ligne, ça vous permet de commencer de façon simple. Vous avez même un petit business plan que vous pouvez faire. Donc ça vous permet d'avoir les premières questions à vous poser et de vous dire, voilà, est-ce que mon projet, est-ce que le statut que je prévois, si par exemple vous voulez être en micro-entreprise par exemple, est-ce que c'est adapté à ce que je veux faire, etc. Et donc il faut vraiment commencer, voilà, comme on disait tout à l'heure, par une porte, éventuellement nous contacter, et puis nous après on vous renvoie vers les personnes qui seraient plus adaptées à votre projet. Voilà. Et puis un conseil également que l'on pratique dans l'accompagnement. Lorsque l'on va voir ce type de structure, on a aussi envie de soi-même se sentir déjà à l'aise avec les éléments. Encore faut-il savoir comment les matérialiser, les jeter sur le papier. Et l'Excel, franchement, voilà, c'est pas intuitif et je le comprends pour toutes. Il y a des outils qui sont téléchargeables en ligne, Fitzy, F-I-S-Y, ou bien Wikicrea. Ce sont des outils, c'est très simple. Vous renseignez vos premières données. Et puis très vite, vous avez vos différents outils, vos différents tableaux de financement qui vont s'incrémenter. Ça vous permet, vous aussi, de rentrer un peu dans ce qui va être évoqué. Si vous avez justement un peu ce sentiment de l'imposteur en disant « mais je ne sais pas de quoi on va parler », voilà, de le pratiquer aussi par le terrain. Ça, c'est essentiel. Et puis effectivement, tous les acteurs dont on vient de parler, ce sont vraiment des partenaires de votre projet. Il y a un chiffre quand même, aujourd'hui, il y a 1/3 des femmes qui se font accompagner dans la création d'entreprises. Et être accompagné, si on se fait accompagner, on augmente nos chances de 85% de réussite, contre 48% si on ne se fait pas accompagner. Donc aujourd'hui, c'est juste une évidence de se faire accompagner. Je peux juste intervenir, j'anticipe un peu sur mon témoignage, mais il y a un réseau qui n'a pas été cité du tout, c'est celui des experts comptables. Comptable, c'est aussi, quand on parle financement, souvent les premiers mêmes interlocuteurs sur le projet. C'est eux aussi qui peuvent vous mettre en relation. Ils travaillent évidemment avec les banques, avec les réseaux d'accompagnement et de financement. Quelque part, c'est le premier aussi, des fois, interlocuteur qu'on peut avoir quand on se pose des questions sur ce qui relève demain du financement. Très bien. Merci Séverine. Il y avait une question. Bon, j'espère qu'on m'entendra bien. Quand vous dites ces chiffres-là, quand vous dites il y a vraiment un pourcentage plus élevé d'entrepreneuriat féminin qui va réussir, qui a des chances d'avoir du succès, de continuer dans le temps grâce à l'accompagnement. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée par Madame Domas à l'ADI, notamment sur la partie financement. Mais dans mon projet, dans le lancement de mon projet, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver des acteurs sur le territoire pour être accompagnée. Mais vraiment beaucoup de mal. Et encore aujourd'hui, à part l'ADI qui m'accompagne sur toute la partie financière, je n'ai pas trouvé de structure pour le reste du projet. Donc après, peut-être que je n'ai pas poussé les bonnes portes, mais j'en ai poussé beaucoup. Et ce n'est pas toujours simple d'avoir... mais on l'entend beaucoup, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est entrepreneur, on entend beaucoup « faites-vous accompagner, faites-vous accompagner, faites-vous accompagner ». Mais ce n'est pas forcément super simple de trouver un accompagnement. Voilà, d'où des journées comme aujourd'hui où, voilà, j'ai envie de dire, prenez en photo tous les logos, les kakémonos, puis ensuite allez creuser, faites votre petite investigation personnelle pour voir ce que peut vous apporter chacun. Et normalement, à l'issue de cette journée, doit être édité un guide qui va présenter tous les acteurs de l'accompagnement présents, mais qui n'ont pas pu être présents aussi, pour apporter justement de la clarté et de la lisibilité à l'offre du territoire. Donc, je ne sais pas s'il est édité, s'il va être remis ce soir ou s'il est en cours, mais c'était dans les cartons à la suite de cette journée. Mais cette question, effectivement, on l'entend. N'empêche que, voilà, allez voir la CCI, allez voir des pépinières, allez voir VIPE.
Un superbe outil aussi, c'est LinkedIn finalement. Essayez de suivre qui se fait accompagner par qui pour ensuite suivre ces structures. C'est sûr qu'il n'y a pas un truc qui va tomber du ciel, hop, c'est la bonne structure. C'est comme une étude de marché, j'ai envie de dire. Il faut vraiment aller à la pêche aux infos et ça fait vraiment partie du travail préparatoire. C'est très vrai ce que vous dites et je vais rajouter une couche. C'est qu'en plus, l'accompagnement, c'est une relation humaine et vous pouvez tomber sur quelqu'un qui voudra bien vous accompagner, mais ça passera pas forcément. Donc c'est encore plus compliqué que ce que vous dites. Et c'est comme ça. Je reste dans le cadre de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a des liens de fait avec Pôle emploi ? Est-ce que Pôle emploi fait partie des accompagnants ? Parce que personnellement, bon voilà, j'en suis là. À part le consultant qui s'occupe des non-créateurs d'entreprise, je vais dire ça comme ça, et qui te renvoie sur son collègue qui, lui, se charge des créateurs d'entreprise et qui te dit juste envoyez-moi votre CA. Il dit bah oui, mais attendez, là, pour l'instant, j'ai pas de chiffre d'affaires. Oui, mais c'est comme ça. Je vous assure, mon expérience se résume à ça. Donc, au niveau de l'accompagnement, comment vous dire ? Alors, là, pour le coup, le lien ne se fait pas. Je vais remettre en perspective les deux dimensions que peut avoir Pôle emploi. Donc, conseiller avec madame. Je vais parler de l'autre dimension, celle qui est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le regrette, donc merci de me permettre de. La meilleure aide à la création d'entreprise. Je ne parle pas forcément effectivement d'accompagnement, mais financièrement, c'est Pôle emploi. Je veux dire, je regrettais en vous entendant de ne pas l'avoir dit plus tôt. Démarrer sa boîte en sachant qu'on a 24 mois de Pôle emploi qui tombent, c'est un truc, ça n'existait pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'est fou. Voilà. On est d'accord ? Non, mais j'ai pas l'impression de vous contredire. Et pour le reste, parce que je suis un lâche, je suis un homme en plus. Je vais laisser la parole à ma collègue. Ouais. D'accord, c'est Pour revenir... on est d'accord, c'est un accompagnement et il est hyper important. Maintenant, il y a aussi l'aspect humain et les questions qu'on peut avoir, sur tout ce que vous êtes en train de dire, mais c'est quand même le premier interlocuteur qu'on a quand on part du statut de salarié et qu'on se met en auto-entrepreneur accompagné par Pôle emploi. Je vais quand même dire accompagné, parce que c'est le cas. Mais au niveau questionnement, on se retrouve dans la même panade, quoi. On n'a aucune réponse. Alors, pour être un petit peu sympa avec les conseillers du Pôle emploi, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de gens à suivre. Je ne sais plus le nom, mais c'est énorme. Donc effectivement, ils ont des conseillers spécialisés en création d'entreprise, mais clairement, ils n'ont pas la possibilité de vous accompagner. Ils vont vous donner effectivement quelques clés, pour certains, on va dire, pour les meilleurs d'entre eux. Et il y en a certains, vous allez avoir plus de connaissances quasiment que eux sur votre domaine, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir. C'est comme moi, par exemple, à l'ADI, j'ai des gens avec des activités très variées. Alors parfois, j'ai cette connaissance-là parce que dans ma vie personnelle, j'ai une passion qui va se recouper. Mais clairement, il y a des choses où moi, je ne sais pas non plus. Mais au Pôle emploi, par exemple, moi, je fais des interventions vraiment en amont. Donc, je fais des permanences dans certains Pôles emploi où là, je vais donner des infos. Parfois, c'est des gens que je vais récupérer. Et puis parfois, je vais les orienter vers d'autres structures. Mais sachez que ça existe. Donc, le Pôle emploi ne fait pas tout, mais c'est vrai que c'est très important leur intervention, parce que sans ça, vous n'avez pas de fonds pour vivre. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'il faut assez vite, en fait, dès que vous êtes au Pôle emploi et que vous avez un projet de création d'entreprise, il faut pousser les portes, comme on disait tout à l'heure. Choisissez une structure, posez la question et venez nous voir avant. Parce que souvent, on attend trop, on se lance dans son projet et après, vous n'êtes plus finançable. Donc vous avez une situation avec du Pôle emploi, avec même du RSA, on peut financer à l'ADI notamment, mais il ne faut pas trop tarder. Enfin, le RSA, c'est pérenne dans le temps, mais au niveau du Pôle emploi, souvent, j'ai des gens qui viennent me voir trop tardivement, et après, c'est difficile pour avoir un financement. Merci. Une question, puis ensuite, nous enchaînerons sur les témoignages. Ouais, donc c'est une question témoignage, après je passerai peut-être la parole à une autre... c'est une question témoignage parce que j'entends pas trop parler de la coopérative dans laquelle je suis, qui est la coopérative d'activité d'emploi du Chrysalide. Donc je suis du Finistère, mais il y en a sûrement ici aussi. Et donc c'est quand même une structure d'accompagnement également, et qui t'accompagne finalement pas que sur 3 ans. Donc c'est pour toutes celles qui connaissent pas. C'est super important. Et je voulais aussi témoigner. Moi, ça fait 6 ans que j'y suis. Voilà. Et je voulais aussi témoigner sur la banque. Voilà, ma relation avec la banque. Moi, j'ai pas pu avoir de prêt personnel parce que j'étais à la coopérative d'activité d'emploi et qu'ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire, ce statut d'entrepreneur salarié. Ils ne connaissaient pas. En fait, j'ai pas réussi à convaincre. Parce que c'était vraiment ça. C'était une question de personne, comme tu disais.
Je me suis mal exprimée, j'avais peut-être pas les bons mots. Moi, je suis pas très à l'aise à l'oral. Du coup, voilà, je voulais comme j'ai l'occasion de vous rencontrer, vous connaissez la coopérative d'activité d'emploi, le statut entrepreneur salarié, ça vous fait peur ou quoi? Du tout. Je me permets un petit mot, puis vous aurez peut-être... du tout, vous avez raison de le dire, parce que c'est une vraie solution. Après, ce qui se passe, ce que vous décrivez, c'est que je pense qu'il y a des solutions qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. C'est-à-dire qu'à un moment, l'analyse que vous devez faire, c'est quelle est pour moi la meilleure solution. Dans une coopérative de ce type-là, quelque part, statutairement, vous restez salarié. Alors, vous êtes peut-être salarié entrepreneur, mais vous êtes avant tout salarié. Et effectivement, un banquier, quand vous allez le voir pour faire un emprunt pour votre activité, eh ben, il peut pas, il comprend pas, mais c'est techniquement qu'il comprend pas, c'est pas qu'il est idiot, que vous êtes salarié, donc il peut pas vous prêter à vous. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre de choses, mais c'est comme quand vous travaillez avec l'ADI, vous ne travaillez pas avec Initiative Van, puisque nous, on est là pour vous aider à obtenir un prêt bancaire, et elle est là si vous n'obtenez pas de prêt bancaire. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et ce que vous évoquez là, c'est un peu ça le problème. Enfin, le problème. Est-ce que ça en est un? Il y aura peut-être à faire évoluer les statuts, ça c'est encore autre chose. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut pas trop faire autrement. Par contre, là où vous avez raison de nous avoir repris, c'est que c'est une vraie solution intéressante, je le sais, je les connais, et que c'est bien qu'on ait pu l'entendre aujourd'hui. Moi aussi, j'ai un petit témoignage à faire. Alors, c'est à un autre niveau, c'est quand vous avez passé la barrière de la conviction de votre conseiller à la banque, malheureusement, c'est plus vous, après, qui défendez votre dossier. Ce dossier, il passe en commission. Et alors là, mais c'est complètement hermétique. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est quand même un peu dur, parce que c'est beaucoup de temps de passer, de convaincre votre financier. Moi, j'ai une entreprise, ça fait 14 ans que je dirige une entreprise, donc j'ai passé par pas mal d'étapes. Et malgré tout, j'ai quand même encore passé là 6 ou 7 mois à essayer de convaincre 3 banques, poules bancaires, etc. Je suis connue et de toute façon, mon dossier va passer en commission. Et refusé. Et refusé. Systématiquement refusé. Parce c'est une start-up, c'est de l'innovation, c'est voilà. Et en fait, là maintenant, ils nous disent de toute façon, les structures ne sont plus faites pour financer du prêt et de l'innovation, les banques. Allez voir la BPI. Je vais pas être correct, Laurence va peut-être même pas être contente. Mais là, vous touchez à quelque chose. Oui, on a les banquiers ont financé de l'innovation, mais c'est de la com. Ouais. On ne peut pas financer de l'innovation avec des prêts à 1%. Si vous faites un tout petit peu d'économie, vous allez comprendre que ce n'est pas possible. Le niveau de risque, il est beaucoup trop élevé par rapport à la rémunération. Non, mais là, il y a des fonds en face. Non, mais je veux juste dire que dans certains cas, on est amené à des situations où il faut changer peut-être de plan de financement. Peut-être qu'il faut que vous trouviez des associés, que vous fassiez du haut de bilan, que vous alliez chercher des investisseurs, des business angels. Je ne connais pas votre cas en particulier. Non, ce que je dis simplement, c'est qu'on est dans des mondes où on ne peut pas maîtriser, en fait. Même si on est super fort, super bon en conviction et tout ça, il y a un moment, ça nous échappe, ça va dans des sphères qui nous échappent. Et là, actuellement, on est dans une concurrence entre la BPI et les banques, parce que la BPI propose des prêts bien plus intéressants, sans garantie personnelle, etc. Et les banques, ils lâchent l'affaire. Bon, c'est pas dit, évidemment. Mais juste, ça, c'est pas très grave. Ouais, mais en tout cas, les histoires de commission au niveau des process, vous nous dites, faites l'effort de convaincre. On le fait, on y va, on est à fond. On y arrive à convaincre notre chargé d'affaires. On passe 6 mois, mais lui-même, il doit être le revendeur de notre dossier. Et ça, c'est un problème. Moi, je pense qu'il faut pouvoir donner la chance à l'entrepreneur de passer en commission, en face, de pitcher. C'est pas normal qu'on ne pitche pas notre propre projet, que ce soit notre conseiller, parce que s'il est moins bon que nous, ça marche pas. Alors, deux choses, et là, je vais me faire plutôt leur avocat, puisque ça va l'éviter de le faire. Dans nos associations, que ce soit France Active Bretagne, que ce soit l'ADI, il y a un pitch devant les gens qui vont décider. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Donc, il y a des organismes dans lesquels le décideur aura vu le créateur. Pour les banques, il y a une partie, ça dépend des montants. Il y a une partie où la décision elle est prise directement dans la banque. Et après, j'entends bien ce que vous dites, mais je suis un peu bête, mais ils font ce qu'ils veulent. Oui, non, mais bon. Non, mais je vous entends. Mais autant le savoir dès le départ. Non, mais je renverse le truc. C'est comme 6 mois. Alors, par contre, je suis d'accord avec vous. Votre conseiller bancaire doit vous dire qu'il n'a pas la décision finale. Pour que vous l'aidiez à construire le dossier. Direct, vous nous envoyez sur les bons chemins, parce que sinon on perd 6 mois. Et là, moi, c'est renseignez-vous bien sur ce que vous pouvez avoir des banques aussi.
j'ai été super bien accompagnée, hein, j'ai rien, il faut des financements de toute façon. Mais ne nous faites pas perdre du temps, parce que ce temps, pour un entrepreneur, il est extrêmement précieux. Tout à fait. Et on va passer la main à nos entrepreneurs, justement. Et à ce stade, justement, pour gagner ce temps, le temps, c'est peut-être aussi d'aller chercher de l'equity, en fait. Et voilà, et on arrive à des stades de projet où c'est plutôt l'equity que le bancaire qui va se positionner. Mais voilà, il faut les deux, hein, ça c'est sûr. Mais il y en a peut-être un qui va repasser avant l'autre, parfois. Voilà. C'est tout un parcours. Nous allons laisser la parole à Mathilde et Séverine qui vont donc Séverine du projet éthique quantique et Mathilde du comptoir d'ici qui vont introduire leur projet et puis surtout vous parcourir, témoigner, retour d'expérience ou autre sur différentes thématiques, que ce soit la trésorerie, la découverte du parcours d'accompagnement. L'anticipation sur la trésorerie, bref, des sujets qu'on a déjà, qu'on a survolés, mais maintenant rentrons dans le concret. Bonjour à tous et toutes. Du coup, il y en a peut-être certaines qui étaient déjà à l'atelier des réseaux. Là, maintenant, on va parler financement. Peut-être déjà vous redire, pour en tout cas celles qui étaient déjà là, qu'est-ce que c'est Tiquantique ? C'est une entreprise qui facilite l'achat d'occasion de matériel pour bébés. Donc, on est vraiment sur le matériel de puériculture, tout ce qui est poussettes, lit à barreaux, etc., avec un process de reconditionnement, de contrôle des normes, de contrôle qualité, de nettoyage et également de garantie pour les futurs parents et les professionnels. C'est un projet d'économie circulaire et c'est un projet solidaire également, puisqu'on travaille notamment avec un ESAT, donc des personnes en situation de handicap, pour le volet de nettoyage. Peut-être je vais commencer ma présentation aussi sur mon expérience professionnelle avant d'être entrepreneuse. Moi, j'ai un parcours au sein de BPI France et de France Active. Donc, j'ai un profil. Voilà. Mathilde dit elle triche. Oui, je triche, clairement. Je suis passée de l'autre côté de la barrière. Donc, j'ai, on va dire, quelques avantages à ça en termes de retour d'expérience. Peut-être pour juste rappeler aujourd'hui qui finance Tiquantique, on a eu un volet subvention de la région Bretagne. On a un prêt de la banque, évidemment un apport personnel également. Ce prêt, il est contre-garanti par France Active. On a une demande en cours auprès d'Initiative et auprès de Bretagne Capital Solidaire. Demande en cours, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, puis vous l'avez dit dans votre témoignage, c'est des choses qui prennent du temps. On passe devant des commissions. Donc, par exemple, Bretagne Capital Solidaire, c'est en avril. Donc tout ça, c'est vraiment important de le garder en tête quand on part sur un parcours de financement. Ne sous-estimez pas ni le temps, ni vos besoins. Parce que s'il faut recommencer, parce qu'il vous manque en fait au final 5 000 € pour boucler le plan de financement, et ben vous êtes reparti pour 6 mois. Donc déjà, c'est le premier conseil. Faites vraiment très attention sur votre plan de financement. Ne sous-estimez pas vos besoins de trésorerie, parce que c'est souvent le nerf de la guerre. Pour, on va dire, dimensionner des investissements, on fait des devis, c'est relativement facile. Pour vraiment dimensionner la trésorerie, faites très attention parce que c'est souvent ça qui va pêcher. Et pensez au délai de décision et de versement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un accord de la banque ou un accord de garantie que l'argent est sur votre compte. Et vous avez, et c'est d'ailleurs un sujet à aborder avec votre banquier. Vous parliez de qui a la décision. Pour moi, c'est la première question. Est-ce que le montant que vous demandez, il est à sa main ? Est-ce que vraiment c'est lui qui va décider ? Vous demandez 10 000 €. Est-ce qu'il a la délégation, c'est ce qu'on appelle, pour pouvoir décider ce montant-là ? Ou est-ce qu'il faut passer devant une commission ? Et dans ce cas-là, il faut qu'il défende votre propre dossier. Ça, c'est la première chose. La première des choses, c'est une fois qu'il y a la décision, combien de temps approximativement va mettre en place le back-office ? Et c'est là où ils vont vous expliquer, parce que toutes les banques n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. Et aussi sur le back-office. C'est-à-dire, le back-office, c'est vraiment le service de mise en place des prêts. Pareil, sur tout ce qui est garantie. Vous avez des garanties, par exemple sur certaines garanties BPI, où des réseaux bancaires ont déjà des collaborations avec BPI qui font que si vous avez l'accord de prêt, vous avez automatiquement l'accord de garantie. Ce n'est pas le cas sur une garantie France Active, vous devez passer en commission. Donc là aussi, à quel moment... parce que c'est souvent un prêt qui se tient
la barbichette qui va prendre la décision, mais pensez aussi à l'après post-décision, parce que souvent on est super content, ça y est, on a eu l'accord, et puis quoi sachez que notamment avec le Covid, il y a eu quand même des réseaux bancaires qui ont eu des sacrés retards dans les versements. Les back-office étaient complètement déstructurés parce qu'il y avait des problématiques de télétravail, etc. Ah bah oui, mais la signature électronique, en fait, on n'en veut pas, on veut une signature originale. Donc, ah oui, mais on faut envoyer à courrier, ah oui, mais il n'y a personne pour le prendre. Enfin, donc vraiment, point de vigilance sur ce sujet. Et c'est des sujets qu'il faut aborder avec la banque. Mais allez-y, vraiment, n'ayez pas peur, au-delà de présenter votre projet, à poser les questions, entre guillemets, qui fâchent. C'est quoi les garanties ? C'est quoi les assurances ? Au-delà du taux, soyons très clairs, aujourd'hui, toutes les banques, elles sont à peu près sur les mêmes taux. Ce n'est pas à ça que ça va se jouer. Ce qui va se jouer, c'est la garantie. Est-ce qu'il y a une caution personnelle ou pas ? C'est important, c'est des sujets, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ne serait-ce que la notion de garantie, mais souvent dans un prêt bancaire, vous avez l'assurance. L'assurance, c'est vous tombez malade, vous ne pouvez plus assurer l'activité de l'entreprise. C'est l'assurance qui va prendre en charge. Mais par contre, vous arrêtez demain l'entreprise, elle est liquidée, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez une caution personnelle, c'est-à-dire est-ce que vous remboursez sur vos deniers propres ce qui reste à rembourser du prêt bancaire ? Donc c'est des choses qui sont très importantes. Et je reviens sur un dernier point, puis après je laisse la parole à Mathilde, c'est que tout ça, ça reste de l'humain. Et pour moi, c'est vraiment important, ça a été dit tout à l'heure, mais je tiens à vraiment réinsister sur ce sujet. Pour moi, alors j'ai peut-être cette facilité-là, mais j'ai rencontré 5 banquiers et 5 banquières avant de faire mon choix. Parce que c'est comme un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, ça marche dans les deux sens. OK, vous devez vous vendre votre projet, vendre votre CV, mais normalement, vous y croyez. Vous y croyez. Et par contre, lui, derrière, il faut que ça matche. Il faut aussi que derrière, demain, ça va être la personne avec qui vous allez interagir. Ça va être la personne qui va... en fait, je suis en e-commerce et puis ma solution de paiement en ligne, elle est plantée. Comment on fait, quoi ? Voilà, c'est vraiment du pratico-pratique. J'ai un fonds de caisse, il faut que j'aille le déposer quelque part. Il me faut de la monnaie. Ah bah oui, mais moi, j'ai pas d'agence. Mon agence, elle est fermée le vendredi. Bon, voilà. Et du coup, ça, il faut vraiment que vous anticipiez dans la relation de confiance dans les deux sens. C'est pas la négociation sur le taux qui est le plus important. C'est vraiment cette relation que vous allez construire après. Et c'est le même cas pour l'ensemble des financeurs. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut oser pousser une porte. Il faut oser rentrer, voir un financeur. Il y en a avec qui vous allez bien vous entendre et puis ça va dérouler. Il y en a d'autres avec qui vous ne le sentez pas. Et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça, passer à autre chose. Et puis, c'est ça aussi, je pense, la vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse. Bonjour. Alors là, vous avez eu la démarche très structurée de Séverine, d'accord ? Séverine, finalement, je pense que c'est une espèce de sachante de l'entrepreneuriat. Et donc, Non, mais... Du financement. Ah oui, c'est vrai. On se connaît bien avec Mathilde, elle est dans mon comité stratégique. Voilà. Et donc, moi, j'admire beaucoup le côté très structuré de Séverine parce que moi, je ne suis pas comme ça. Voilà. Moi, j'ai découvert en faisant. Voilà. J'ai découvert notamment parce que j'ai rencontré Entreprendre au féminin au démarrage de mon envie d'entreprendre et qu'Entreprendre au féminin m'a appris qu'on pouvait donner une chance à une petite idée. Voilà. Donc j'ai gardé, je pense, cette foi, voilà, qui m'a permis du coup, même si je n'étais pas spécialiste du champ d'activité dans lequel j'allais me lancer, d'y croire et de me dire que moi aussi je pouvais apprendre et apporter, du fait que j'étais pas experte, apporter quelque chose de différent parce que c'est ça justement que je voulais faire. Voilà. Donc moi j'ai créé le comptoir d'ici en 2017 pour faciliter, pour que voilà, moi j'avais envie que ce soit facile pour tout le monde d'acheter des produits locaux en gros et de découvrir la richesse des produits du pays de l'Orient et de pouvoir les cuisiner avec plaisir, quel que soit le changement d'habitude
que ça pouvait représenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter une solution pour accélérer le changement d'habitude, voilà, et améliorer notre impact collectif sur notre environnement par l'alimentation. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vous ai fait mon why. Voilà. Moi, en gros, ce que je fais, je vends des fruits, légumes, des produits locaux sur Internet et je les livre en proximité. D'accord? Tout à l'heure, je ne sais pas si, je pense que certains d'entre vous étaient là à la précédente atelier, ici même, sur les réseaux. Le financement, c'est aussi, je trouve, pour pouvoir bien financer une activité, ça passe aussi par des réseaux, parce que finalement, on a plein de choses à apprendre et qu'on n'y connaît rien. Voilà, c'est pour ça, moi, je disais, entreprendre au féminin, non seulement m'a permis de croire à mes petites idées, mais en plus m'a banalisé, m'a donné accès à tous ces réseaux, voilà, et m'a permis de comprendre un petit peu comment ça marchait et d'arriver à imbriquer les choses et à me faire mon chemin, parce que en effet, on a de la chance, on est dans des villes relativement modestes en taille, et donc on peut passer un coup de fil. C'est des réseaux bienveillants, et donc il ne faut pas hésiter à aller voir les gens, et en effet à privilégier l'humain sur le stress du financement. Voilà. Du coup, moi, je vous disais, donc ma démarche non structurée, ça a été me faire quand même accompagner, d'abord par Entreprendre au féminin, mais sur un autre projet, ensuite par le TAC 56. Mais à l'issue du TAC 56, on n'avait toujours pas le modèle économique. Or, pour aller chercher du financement, il faut un modèle économique. Et du coup, j'ai fait un test. Et j'ai fait un test qui finalement a duré 2 ans. C'était un peu long. Mais j'étais tellement embarquée dans mon test. Et j'ai auto-financé mon test. C'est pas donné à tout le monde, mais moi, ça m'a donné une super grande liberté, finalement, de ne pas avoir le stress de l'emprunt bancaire à rembourser. Ça, je fonctionne comme ça. Je préférais vider les économies familiales que rembourser un emprunt bancaire. Voilà. Je ne sais pas ce qui est mieux. Et donc, globalement, ça m'a apporté de la liberté et ça m'a permis de construire mon crédit. Je vous dis ça en rigolant, mais l'air de rien, et ma banquière me l'a dit, finalement, pendant ces 2 années-là, elle m'a regardé fonctionner. Elle m'a dit, non, on n'avait pas de repère, de risque, on ne vous connaissait pas. Ces 2 années-là, ça nous a donné confiance dans la manière dont vous fonctionnez. Et donc, maintenant, on est prêt à vous suivre. Voilà. Donc, je sais pas, en fait, aujourd'hui, je suis incapable de dire si c'était le bon choix. Parce que je pense que, du coup, ne pas aller chercher du financement au préalable, j'ai perdu du temps sur certaines phases. Par contre, l'économie de la précarité et de la sobriété m'a appris beaucoup aussi et m'a permis d'être très débrouillarde sur plein d'aspects et de construire aussi ma légitimité auprès de ma banque. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi du caractère de chacun et de la situation avec laquelle on est le plus confortable. À la suite de ça, moi, je suis allée chercher donc 60 000 € de prêt auprès du CMB, garantie France Active, ce qui est très important parce qu'en effet, si aujourd'hui, moi, ma société, elle ne va pas hyper bien, et je sais, parce que le secteur ne va pas hyper bien, mais je sais qu'en effet, si je dois liquider ma société, je le fais sereinement parce que je n'ai pas engagé... J'ai vidé le compte d'épargne, mais non, blague à part, je n'ai pas engagé les biens familiaux en garantie bancaire et c'est hyper important. Voilà, c'est hyper important. Il ne faut pas engager les biens personnels en garantie. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait... Alors moi, j'ai eu différentes tentatives aussi sur le financement. Je suis allée voir Finoé, par exemple, qui est un fonds d'investissement associé plus ou moins qui émane du CMB. Voilà. Et finalement, ça n'a pas marché, ça m'a beaucoup énervé. Et finalement, des fois, quand on nous dit non, c'est aussi intéressant de l'entendre. Moi, finalement, c'est ce que je décide de retenir de cette expérience d'entrepreneur, c'est que finalement, que chaque fois que ça n'a pas marché, en le faisant autrement, ça a mieux marché. Mais en fait, c'est bien. ça permet de re-questionner ce qu'on a, notre idée préalable. Voilà. Et si l'idée préalable, elle ne peut pas marcher, vaut mieux qu'elle ne marche pas tout de suite et qu'on la reboutique différemment pour qu'elle marche. Et là, ça passe. Voilà. Et pour le financement, c'est un peu pareil. Finalement, quand Finoé m'a dit non, ça m'a bloqué
pour développer mon entreprise, mais ça m'a aussi empêché de me remettre en garantie personnelle pour 30 000 €, donc c'était pas mal. Voilà, donc il y a certains noms qu'il faut prendre comme opportunité finalement aussi de non seulement de voir les choses différemment, mais de se positionner différemment, de se protéger à certains moments, et puis de grandir. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé Business Angels très rapidement. C'est aussi c'est un axe vers lequel je vais me tourner, parce qu'aujourd'hui, on a une activité qui ne suffit pas. On a besoin de remettre le couvert, ou du moins de développer certains aspects de notre activité plus vite qu'on le fait. On a une activité qui ne nous le permet pas. Donc, justement, mon réseau m'encourage à aller chercher du financement auprès de Business Angels, qui non seulement vont m'apporter éventuellement de l'argent en rentrant au capital, mais vont aussi m'apporter leur expertise. Voilà, faut pas, sur certains financements, c'est intéressant de ne pas aller chercher que l'argent. Vont aussi m'apporter leur expertise et éventuellement voilà, ils vont m'aider eux-mêmes à développer l'entreprise vu qu'ils y sont directement intéressés. Voilà. Il y a plein de petits financements annexes qu'on peut aller chercher. La région a énormément de tiroirs qu'il faut savoir ouvrir. Avec les relais régionaux, pour Séverine et moi avec la Technopole, parce qu'on est des activités d'innovation sociale, donc on a la chance d'avoir accès au Technopole de Bretagne. Mais moi, par exemple, là, j'avais besoin de développer un nouveau site internet, parce que nos fonctionnalités, le Covid, on a une telle croissance pendant le Covid que ça nous a montré tout le caractère inopérable de certaines fonctionnalités de notre site internet. Et du coup, là, on fait développer un nouveau site internet et on a pu aller chercher. C'est une plateforme d'accompagnement à la consommation de produits locaux et au changement d'habitude. Et c'est pas pareil. Et ça vaut 15 000 €. Ça vaut 15 000 € de subvention. Voilà. C'est pas un site e-commerce, c'est une plateforme d'accompagnement au changement de pratique par la consommation de produits locaux. Et ça nous projette, mais c'est pas que du bluff, c'est que ça nous projette aussi dans une autre dimension par rapport à notre activité, et c'est important. Donc voilà. Et là, pour le coup, les relais, pour moi, ça a été Audelor, l'agence de développement économique de Lorient, où j'ai une personne contact au sein d'Audelor que je peux appeler presque n'importe quand en lui disant « Cécile, ça va pas. Cécile, j'ai besoin d'argent. » Et Cécile, mais non, mais c'est vachement important. Cécile, son travail, c'est d'aider les entreprises à trouver des financements, à débloquer certains aspects de leurs activités, à les mettre en réseau et tout ça. Voilà. Cécile, elle est spécialisée, elle, sur l'agroalimentaire. Mais elle a des copines. Moi, j'ai la même, c'est Sophie. Voilà, Cécile, elle a des copines et des copains. Ouais. Audelor, ouais. Audelor, agence de développement économique de Lorient. Et sur Vannes, c'est VIP, c'est le VIP. Voilà, c'est l'équivalent du VIP. Et juste dernière chose, j'insiste aussi, parce que Séverine ne l'a pas fait de nouveau. Moi, un pilier dans ma demande de financement, ça a été mon expert comptable. Parce que l'expert comptable, il n'allait pas me laisser aller voir la banque avec n'importe quel dossier. Voilà. Parce qu'il jouait lui aussi sa crédibilité auprès de ma banquière. Donc, on a monté le dossier ensemble. Il ne m'a pas lâché tant que lui-même, mon projet, il y croyait. Les chiffres, il avait besoin d'y croire aussi. Il est venu avec moi à la banque défendre mon prêt bancaire. Et du coup, c'est le binôme aussi que la banquière, dans qui la banquière avait confiance, parce qu'elle savait qui m'accompagnait. Alors pas au quotidien, parce qu'un expert comptable, en fait, on se rend compte que c'est pas quotidien, mais quand même. Voilà. Des moments importants de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est d'où l'importance d'avoir un réseau. On boucle le truc avec tout à l'heure. Hein, d'où l'importance du réseau pour identifier les bonnes personnes, identifier les plâtres que les autres ont déjà. On récolte pas les plâtres essuyés, et voilà, parce que on gagne du temps et on ouvre plus vite les bonnes portes. Voilà. Merci.
sais pas si je fais la conclusion. Je voulais juste, c'est à cause des deux intervenantes-là, en fait. On devrait plus faire intervenir des gens comme nous, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Écoutez vos pères et vos sœurs, je sais pas comment vous voyez, vos pères hier. Voilà, c'est super ce qu'elles viennent de raconter. Et il y a un message surtout, c'est qu'à un moment, créer son entreprise et la développer, c'est beaucoup d'énergie. Vous ne la ferez bien, à mon sens, qu'en étant fidèle à vous-même. Ce qui a été dit sur l'emprunt, nous, on est des défenseurs de l'emprunt pour plein de raisons techniques. Mais à un moment, moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas envie, eh ben vas-y, il y a ça et ça comme risque, mais voilà, à un moment, c'est votre boîte, c'est pas celle des conseillers. Donc voilà, merci à vous deux. Est-ce que votre crédit de confiance s'adapte, je dirais, au nombre, lorsque la personne est solo ou lorsque vous avez une collaboration? Personnellement, je n'ai pas de réponse toute faite. Je vais même vous dire ce qui se joue si on va derrière. Ça peut aller jusqu'à un risque supplémentaire quand il y en a deux, parce qu'il y a le risque de leur relation. Oui. Comme ça peut être un enrichissement. Enfin, c'est vraiment du cas par cas, là. Parce que ça peut être aussi une complémentarité. Donc c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir un risque à un moment ou à un autre quand il y a une association, c'est se dire si l'association ne marche plus, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a aussi une force, c'est souvent une complémentarité. C'est-à-dire que ouais, je vais peut-être enlever, ce sera mieux. Dans l'activité, on va prendre par exemple du BTP. Voilà. Dans du BTP, vous pouvez avoir quelqu'un qui va être plutôt manuel, qui va suivre les chantiers, mais le BTP ou une entreprise, c'est pas que ça, c'est pas que le manuel. Il y a aussi toute la partie administrative, la partie comptabilité, et puis ça va être le rôle de l'autre personne. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça c'est pareil. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas du tout de modèle. Merci pour la réponse. Celles qui sont un peu seules, tout à l'heure, il y aura en fait les ateliers seront en replay. Du coup, tout à l'heure, on a fait une intervention avec Mathilde sur un comité stratégique, parce que nous, on en a un au niveau de TIC Quantique, et c'est quelque chose qui est vraiment super si vous voulez déployer autour de vous une équipe sans avoir les moyens de la payer. C'est pas des salariés, c'est des gens qui sont bénévoles, qui interviennent sur votre projet, qui amènent de la compétence et qui amènent du sérieux aussi au niveau des financeurs. Moi, systématiquement, les financeurs, ils me parlent du comité stratégique qu'ils ont été voir sur notre site. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à revoir, puisque effectivement, Mathilde est dans mon comité stratégique.